Elle travaille principalement sur Deleuze et sur la possibilité de l'invention de plusieurs langages à partir de Deleuze. Et sa conférence s'intitule « Devenir enfant de Deleuze et l'enfance de Lyotard ». Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation. Pour moi, c'est une grande responsabilité de faire une telle présentation, surtout dans la même séance avec Madame Enodo, parce que je viens de découvrir Lyotard, donc c'est juste ma première tentative de rapprocher au pas les deux auteurs. Donc j'ai choisi deux concepts stratégiquement, c'est le devenir enfant chez Deleuze et l'enfantia de Lyotard, pour pouvoir voir les possibilités de les approcher, les deux auteurs, l'un de l'autre, et de voir si ça donne deux modèles ou pas de pédagogie et de politique. Je commence. Dans la logique du sens, Gilles Deleuze a rendu possible, entre autres, le rapprochement entre un langage inventif et le devenir enfant d'Alice, le parler de Carol infantilisé par un bégaiement chronique, accompagné de gêne gutturale et de contraction du corps, se transforme en un projet littéraire dont l'écriture n'est qu'une série d'opérations inventives qui lancent les personnages vers des devenirs multiples. Cette intervention a pour but de réfléchir sur un possible ou impossible rapprochement de la pensée de Deleuze de celle de Lyotard. Pour cela, on va passer stratégiquement par deux concepts, respectivement celui du devenir enfant deleuzien et de l'enfance lyotardienne. Loin d'être un rapprochement analytique, cette intervention vise à examiner et reconstruire les parcours philosophiques des deux auteurs qui recèlent de l'usage de notions comme enfant, enfance, mineur, prématuration, etc. Dans la logique du sens, donc j'ai choisi ce modèle de devenir enfant chez Deleuze. Deleuze lui-même érige indirectement une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un enfant? Est-il un corps ou un type de langage particulier? S'agit-il d'un langage inventif? S'agit-il d'un corps de surface ou de profondeur? Donc le monde paradoxal des merveilles est le produit de l'imaginaire de l'enfant, ou bien c'est l'enfant qui se transforme en un processus continu déclenché par une imagination flottante, inventrice de toute une bande de personnages hétérogènes comme animaux, bassins de larmes tièdes et salées, cartes à jouer qui parlent, philosophes de langage ayant une morphologie d'œuf. Lewis Carroll bégayait-il quand il inventait l'histoire d'Alice? Il y a dans le devenir écrivain de Carroll un transfert de langage, des affects qui se déplacent comme dans le cas des sorciers dans les sociétés sauvages. Le bégaiement de la parole de Lewis se transforme en une énergie déstabilisante dans son écriture, dont les éléments insignifiants se manifestent par l'intensification et la dilatation du langage, la prolifération des sons, jeux de mots, gémissements, mon souffle, comme c'est le cas de la traduction d'Antonin Artaud. Le parler de Carroll se dilate d'éléments enfantins, infantilisés par un bégaiement chronique, accompagné de contractions continuelles du corps, se transformant en un projet littéraire dont l'écriture n'est qu'une série d'opérations inventives, dont l'objet et le sujet à la fois s'inscrivent dans un devenir enfant de l'écriture elle-même. Une des plus belles traductions du texte de Carroll nous est parvenue par Antonin Artaud, qui a inséré dans sa propre adaptation schizophrénique du texte l'élément persistant des effets non langagiers, des transformations sonores et vocales sous forme de nombreux mots-cris, mots-souffles, gémissements, répétitions folles des consonnes imprononçables, mots-valises, qui sont à la base du style de cette traduction invention, avec un trait d'union. Si Carroll explore la platitude du corps de l'enfant, Artaud pousse l'enfant dans une expérience violente où le langage perce des trous profonds dans le corps d'Alice. Et je cite Deleuze dans la logique du sens. Antonin Artaud enfonce l'enfant dans une alternative extrêmement violente, conforme aux deux langages en profondeur, de passion et d'action corporelle, ou bien que l'enfant ne naisse pas, c'est-à-dire ne sort pas des boîtes de son épine dorsale à venir, sur laquelle les parents forniquent, ou bien qu'il fasse un corps fluidique et glorieux, flamboyant, sans organes et sans parents. Carroll, au contraire, attend l'enfant, conformément à son langage du sens incorporel. Il l'attend au point et au moment où l'enfant a quitté les profondeurs du corps maternel, pas encore découvert la profondeur de son propre corps, court moment de surface où la petite fille affleure l'eau comme Alice dans le bassin de ses propres larmes. Depuis son enfance, Carroll, dont le vrai nom est Charles Ludwig Dodgson,
faisait de très grands efforts pour pouvoir prononcer son nom, qui prononçait déjà Dodgson, chose qui était due à un défaut majoritaire, hérité par 8 des 11 enfants de la famille Dodgson, celui d'un bégaiement persistant, mais non pas inapaisable, qui s'accompagnait de contractions et de tensions de son corps, et qui d'ailleurs disparaissait quand il parlait aux enfants. Il y avait une sorte d'honte d'être un adulte, donc c'était pour ça une bonne écriture, c'était une bonne raison pour écrire. Donc c'est une citation légèrement modifiée de Deleuze quand il dit « La honte d'être un homme, y a-t-il une meilleure raison d'écrire ?» En songeant au goût victorien pour l'éducation stricte des enfants et le privilège du savoir par rapport à sentir, on arrive à la conclusion que la morale victorienne va être immédiatement incorporée, tout cela dû à la plasticité du corps de l'enfant et son hypersensibilité aux toutes sortes d'affects qu'il atteigne, sous forme de gène guttural qui sera, comme on va le montrer ci-dessous, la cause de toutes les opérations inventives qu'il fait subir à la langue. D'origine irlandaise, atteint d'un défaut impardonnable parce qu'incorrigible pour la société victorienne, celle-ci rassasiée de stratégies politiques, pédagogiques et morales de normalisation, où le bégaiement est de l'ordre de la gaffe. Dodgson and Carroll est un écrivain mineur qui se confond avec ses propres personnages, devenant ainsi un personnage lui-même dans ses positions en tant qu'adulte enfant, professeur, écrivain et photographe, parce qu'il y a d'ailleurs 3000 clichés de Carroll, dont la plupart ont pour sujet de petites filles à moitié nues, se trouve en permanence à la limite de la schizophrénisation, sans pour autant affranchir le seuil, retraçant en permanence des lignes de fuite. Il ne s'agit pas dans ce cas-là, même stratégiquement, de psychanalyser le parcours personnel et professionnel de Carroll, mais de retracer des devenirs enfants qui impliquent en même temps et immédiatement le devenir enfant de l'écrivain-narrateur et le devenir enfant de l'enfance victorienne, inversant tout rapport spatio-temporel normalisé et bouleversant tout fondement du moi narrateur. C'est au cours d'une promenade d'été, la journée de 4 juillet 1862, qu'il a inventé l'ébauche de l'histoire d'Alice, qui allait être rapidement transcrite à l'écrit, mot pour mot, à la demande d'Alice grâce à sa mémoire infaillible. De formation mathématicien et logicien, Carroll insère dans son récit des éléments logiques qu'il s'amuse à déplacer ou bien à inverser pour vite créer des dialogues ou bien des situations absurdes, éléments qui vont embrouiller de plus en plus la frontière entre la réalité et le rêve. Ainsi, Dodgson se trouve impliqué dans un devenir écrivain pendant cette promenade du début juillet, un devenir Carroll mineur, le professeur de mathématiques et logique dont la réputation ne s'affirme que sous la peau d'un écrivain qui amuse les enfants de l'époque par la perversion de la mathématique, particulièrement l'arithmétique et la logique. Et je cite Deleuze, dans Critique et clinique, les mathématiques sont bonnes parce qu'elles instaurent des surfaces et pacifient un monde, donc les mélanges en profondeur seraient terribles. Carroll, mathématicien, ou bien Carroll, photographe. L'invention immédiate est le déclenchement spontané de toute une série de rencontres enchaînées qui s'accompagnent de processus vifs et riches d'imagination, de visualisation immédiate, d'un monde à l'inverse, dont on a l'impression de s'étendre sous nos pieds, pourvu que ce qui se déploie sous nos pieds s'allonge ou s'étend au niveau des yeux. Ces effets enchaînés se conjuguent. Les verbes à l'infinitif en tant qu'expression pure déploient le réseau des sémis, prend sa forme parfaite, celle d'un œuf, traversé uniquement de petites intensités, ni cou, ni tête, ni membres, devenant tous des impies-d'impies. Ainsi, le texte de Carroll, à traduire et à inventer, nous est parvenu aussi par un autre traducteur, Henri Parisot, dont les inventions sémantiques ne touchent pas à la structure grammaticale, et par Antonin Artaud, qui a inséré dans sa propre adaptation schizophrénique du texte l'élément persistant des effets non langagiers et à qui on doit l'invention de nombreux mots-cris, mots-souffles, dont les intensités dans les phrases sont uniquement de l'ordre agrammatical. Il est impossible de traduire le texte de Carroll, parce que toute traduction implique l'invention de nouveaux textes, une invention langagière d'affect, reposant sur des éléments non langagiers qui exigent aussi l'invention de nouveaux styles d'écriture. La correspondance épistolaire de Carroll témoigne du même genre de processus. D'une motricité inversée, parce qu'il était gaucher, Carroll écrit des lettres et des poèmes à l'inverse, commençant par la signature et finissant par l'ouverture d'une lettre. L'inversion est une caractéristique qui marque sa façon de créer.
Ce type de texte enfant est aussi l'ébauche de nouvelles pédagogies pour enfants et adultes que Carroll propose à la société des protocoles du discours familial et de l'enfermement de la folie dans le foyer de l'institution de la famille, prendre le thé avec toute la famille à la même heure et tous les jours, appréhender le monde par un montage non linéaire de l'imagination. L'enfant n'est pas la matière première qu'on retravaille pour forger l'humanité. Et je cite dans l'anti-Oedipe, « Alors, au lieu de participer à une entreprise de libération effective, la psychanalyse prend part à l'œuvre de répression bourgeoise la plus générale, celle qui a consisté à maintenir l'humanité européenne sous le joug de papa-maman et à ne pas en finir avec ce problème-là. » Une série de dessins de Carroll et la version de John Tenniel accompagne le texte écrit, formant ainsi un récit discontinu parcelé en images. Les dessins se racontent autant qu'ils racontent. Ce va-et-vient entre les deux types d'éléments se prolonge d'un événement singulier vers une deuxième transformation de la narration. Des séquences discontinues, images et écriture s'entremêlent pour que ni l'une ni l'autre ne s'érige en une instance représentative. La littérature de Carroll est un manifeste, je pense, c'est ma thèse plutôt, la littérature de Carroll est aussi un manifeste latent contre la pédagogie traditionnelle de la signification, s'inscrivant immédiatement dans un processus d'invention d'une pédagogie expérimentale, celle des inversions, des paradoxes, de la modification de toute convention culturelle et symbolique par le dessin, photographie, les rêves, les paradoxes logiques, les rencontres. Sa nouvelle pédagogie en images et signes vise à déstabiliser tout protocole victorien. Et donc je pense que Carroll a questionné ce qu'être un enfant voulait dire et en même temps quel type d'adulte la société était en train de forger. Sa littérature est ainsi une approche contre l'institution de l'adulte qui implique la contestation de toutes les institutions de ce dernier, comme la justice, l'école, les prisons, la littérature, l'art et politique enfant. Et donc, dans cette pédagogie, c'est le prof des maths et de logique diagrammatique qui suggère, d'une manière toujours latente, qu'il faut peupler les cathèdres universitaires d'enfants. Ce devrait être le futur défi de la philosophie, infantiliser d'une manière, on peut figurer les professeurs, faire du professeur et de ses textes un enfant. Que le professeur cesse de faire le pédagogue, étymologiquement parlant, celui qui maîtrise l'art de l'éducation des enfants. Donc le savoir ne s'inscrit plus dans le projet d'émancipation finalisable par un sujet de représentation, mais il se fragmentarise en petits morceaux, petits bouts de savoir, formant ainsi un patchwork, une texture fragile et très sensible qui travaille le langage en surface. Écrire par intensité, c'est là la nouvelle devise des écrivains et des philosophes contemporains. Faire de la philosophie, c'est faire du bricolage. L'absence de la figure du père et de la mère dans « À l'isolement de merveille » vide le texte de toute possibilité d'oedipianisation. Le manque des deux pôles du triangle familial représente l'absence du manque. Le désir se vide de toute signification négative. Alice s'agrandit jusqu'à l'absurde. Son corps arborescent devient plat. Le corps biologique et la succession de tous ces états de développement enfantin gagnent une nouvelle dimension géométrique. Le réseau prend la place de la relation. Le tronc corporel se fait rhizome. La géologie de la formation du sujet fait place à la géographie du corps. Carroll fait du corps agrandi et rétréci d'Alice, tantôt la carte du cosmos macroscopique, tantôt la dimension de l'univers microscopique. Et c'est le monde des merveilles où l'anti-oedipisation de l'univers prend place. L'univers s'empère. Alice, pendant qu'elle fait son voyage dans le monde des merveilles, trace des trajets dynamiques. La littérature de Carroll dit tout ce qu'un enfant dit hors de l'appartement familial. Je cite Deleuze dans Critique et clinique, plus que les adultes, les enfants résistent au forcing et à l'intoxication psychanalytique. Alice, l'enfant révolutionnaire de l'époque victorienne, sent déjà très bien que le dispositif du pouvoir familial n'est qu'un des morceaux de pouvoir dispersés dans le champ social et politique de la société d'époque. En fuyant du foyer familial, elle trace une ligne de fuite qui passe en deçà de tous ces foyers de pouvoir pour les transfigurer et les infantiliser sous forme de rapports inversés et déplacés. Je cite, « En encadrant la vie de l'enfant dans l'Oedipe, en faisant des relations familiales l'universelle médiation de l'enfance, on se condamne
on se condamne à méconnaître la production de l'inconscient elle-même et les mécanismes collectifs qui portent accru sur l'inconscient, notamment tout le jeu du refoulement originaire, des machines désirantes et du corps sans organes, car l'inconscient est orphelin. L'autoproduction de l'inconscient surgit en même point où le sujet de cogito cartésien se découvrait enfin dans son parent. Donc, après avoir explicité un peu le modèle du devenir enfant de l'écrivain par la mise en cause de l'enfance du type victorien, je passe au fantasme « Un enfant est battu », là où Lyotard présente enfin la tabulation du processus de déclenchement de ce fantasme en distinguant 3 moments. Ainsi, pour comprendre qu'est-ce que l'enfance dans le fantasme, un enfant est battu, d'après Lyotard et d'après Deleuze, vu que les 2 auteurs ont touché à ce sujet. Donc, dans ce fantasme, Lyotard présente une tabulation du processus de déclenchement de fantasme lui-même en distinguant 3 moments: de l'impossibilité de la verbalisation à cause d'un refoulement très fort de l'amour envers le père, jusqu'à la verbalisation du fantasme dans des termes indéterminés et inassignables à aucun rôle spécifique parental. Le fantasme, selon Lyotard, est une forme de transgression qui déstabilise toute possibilité d'assigner des rôles et de donner des identifications. Donc, il y a 3 affirmations dans ce fantasme. La première affirmation, c'est elle où l'enfant éprouve du plaisir en observant un rival qu'une figure autoritaire bat. Après, la deuxième affirmation, c'est quand l'enfant qui produit le fantasme retourne le fantasme contre lui-même. Donc, pour Freud, c'est l'enfant qui est battu et cherche ainsi à réprimer l'amour incestueux qu'il a pour son père. Et la troisième affirmation, la troisième phase, qui est la plus importante pour comprendre le processus de ce fantasme, est celle qui donne la forme du fantasme telle qu'elle se présente aux adultes. L'enfant qui est battu est désormais un autre enfant, et la personne qui bat l'enfant est devenue un symbole très, très général de l'autorité. Et donc, il est impossible de discerner des rôles ou des personnes dans cette figure. Il y a dans un processus une transformation du rapport vertical dans la première et deuxième affirmation en un rapport horizontal dans la troisième affirmation par l'article indéfini, un enfant, et l'affect invariable, celui d'être battu. On appelle ce processus de la déconstruction où le désir ne se localise plus, mais il échappe à toute forme de structuration et de signification. Dans le processus du fantasme un enfant est battu, la transgression est une déconstruction progressive de la représentation du moi, du je, de l'autre, pour se transformer en un fantasme indéterminé. Dans le fantasme un enfant est battu, la forme est prise par la transgression, mais ce fantasme originaire est la transgression elle-même. Pour Deleuze, un enfant est battu ne se réduit pas en une transgression. Il n'est pas non plus la matière à partir de laquelle on élabore la fonction de la critique. Un enfant est battu est une formulation dont l'intensité se rend possible par un article indéfini, un enfant. L'indétermination qui traverse cette formulation inscrit immédiatement cette dernière à un processus d'individuation de l'agencement. Donc il ne faut pas chercher derrière cet article indéfini et la forme passive est battue, une personnologie, la représentation de je ou de la figure du père qui le bat. L'énoncé un enfant est battu est rapporté à un agencement collectif. Donc il y a un devenir enfant de l'adulte qui s'énonce par des articles indéfinis, des verbes en infinitif et non propres. Cet agent défini qui bat l'enfant n'indique ni la figure du père ni de la mère, il échappe au familialisme psychanalytique pour renvoyer à tout un ensemble d'éléments parmi lesquels se rangent les figures de la famille aussi. Il y a dans ce cas un devenir enfant de l'adulte dont le corps est traversé de nouveaux affects à intensité. Il ne fait pas un corps individuel, mais la présence de 2 dimensions spinozistes à la fois, la latitude et la longitude, une individuation d'agencement. Mais qu'est-ce que l'enfance d'après Lyotard?
Premièrement, il est plus facile de donner la définition étymologique de l'enfance, et après de voir progressivement ce que l'enfance a voulu dire dans la philosophie de Lyotard. Infance, étymologiquement parlant, signifie ce qui ne parle pas, l'incapacité ou l'impossibilité de parler. Donc, d'après Freud aussi, l'enfance est comme une sorte de prématuration ou d'un inachèvement. Donc, grandir, devenir grand, humain et adulte, ça veut dire se civiliser, s'humaniser, se déterminer. Et finalement, de grandir, c'est affronter la terreur, l'angoisse de la menace de mort, sous la loi de laquelle une enfance sans loi, parce qu'avec une sexualité anobjectale, indifférenciée, polymorphe, etc., va vers une sorte de maturation. L'enfance n'est pas non plus une période de la vie, ni un âge particulier, c'est plutôt un étranger chez soi, l'âme qui ne sera jamais quittée, qui ne sera jamais acquittée d'une dette infinie. Dans l'anti-Oedipe, Deleuze critique Lyotard du fait que son désir n'atteint jamais une positivité pure. Elle ne dit jamais un oui fondamental. Donc il y a dans l'enfance et le figural de Lyotard, disant du négatif comme blocage et transgression permanent de l'ordre de la structure et de la représentation. L'enfance de Lyotard est comme une sorte de critique permanente, alors que le devenir enfant, dans la philosophie de Deleuze, s'inscrit plutôt dans l'ordre de la stratégie. Alors que le devenir enfant chez Deleuze n'est pas à attendre, mais à ouvrir, à agencer, à d'autres éléments, à rhizomatiser, faire une anti-mémoire, l'enfance de Lyotard est de l'ordre d'un immémorial, d'un insignifiant qui creuse de l'intérieur et de l'extérieur le fondement d'un sujet moderne, totalisant ou bien d'une structure invariable, objectivante. Donc le premier processus s'inscrit sur une immanence, mais une immanence là où il y a quelque chose qu'on oublie toujours, et le second s'inscrit sur une immanence positive. Donc le point en commun entre les deux auteurs, en effet, consiste que les deux fassent une critique assez générale du signifiant et du signifié. Mais l'enfance de Lyotard reste indifférent. Une différence indifférente qui dévisage tout, qui tue tout visage, qui voit la nuit, ce qui ne sera jamais visible. Elle est aussi alors que le devenir enfant de Deleuze s'inscrit plutôt de l'ordre d'un constructivisme inventif, ou en moins c'est ce que Deleuze prétend. Donc l'enfance lyotardienne est l'incapacité de saisir quelque chose, de représenter une structure transcendante, alors que le devenir enfant de Deleuze est un processus inventif pendant lequel se tracent de nouveaux territoires. Donc l'enfance est une plaie inguérissable interne à la pensée mature de l'adulte pour Lyotard. Elle est irréductible à un état de choses établi par des lois de toutes sortes. La dette de l'enfance sur le corps se paie de sang coulant, qu'on appelle cruor, causé d'incisions effectuées par la machine de torture dans la colonie pénitentiaire de Kafka. Kafka lui-même a payé cher son enfance. L'époque qu'il a vécue a incisé sur lui les marques du temps. Son écriture souffrante, sèche, coupée, témoigne l'enfance du texte. Le corps est intouchable, intraitable. Les incisions ont lié à la surface du corps, mais d'après Lyotard, c'est toujours le sang des profondeurs et des veines qui envahissent la surface du corps. Il y a dans ce cas ce qu'on appelle une complicité de l'enfance avec la loi, entre guillemets. Elle ne peut s'ouvrir qu'à condition des lois qui la rendent immédiatement coupable. La politique, la justice, repose-t-elle sur cette enfance? Y prend-elle sa forme de légitimation dans le sens où c'est seulement par cette enfance qu'on peut comprendre les limites de la loi et de la justice elle-même? Il ne s'agit pas d'une fuite, une enfance mineure, mais d'un affrontement direct de l'ordre majeur. L'enfance ou l'enfance vient toujours avant que la loi et le discours viennent. Elle est concernée par une touche première, une esthétique négative qui a touché le corps, l'écriture et le langage, avant toute autre atteinte provenant de l'ordre du système. L'enfance chez Lyotard est une faute par rapport à la loi et au discours. Elle persiste dans le corps comme sauvagerie fautive,
comme puissance du corps. Face à la loi qui veut s'imposer au corps pour lui paralyser cette puissance, l'enfance présente une résistance qui s'obstine, elle est en trop. L'esthétique ne fait qu'aggraver sa faute, elle fait persister la sauvagerie. La torture comme acquittement de la dette de cette innocence provenant de l'exercice de la loi est en fonction de l'éducation morale. L'enfance comme résistance, toujours en mobilisation, parce que toujours en attente, est la condition de possibilité de toute politique morale, linguistique, discursive et artistique. La seule manière de déchiffrer cette contrainte qui se présente sur plusieurs visages, soit par les plaies du corps, soit par le non-sens, soit par le figural comme invisible, c'est exactement par le fait qu'on ne peut pas la déchiffrer. Mais une question s'érige. Quel genre de politique est celle de la résistance, de cet originaire intraitable, indicible et invisible? Dans un texte de Plinio Walter Prado, Jean-François Lyotard, Moralité postmoderne, l'auteur se pose une question fondamentale qui permet un approfondissement ultérieur du statut politique de la philosophie lyotardienne en général et de son concept d'enfance en particulier. Donc si on parle de politique de résistance, il faut trouver sa source dans la dette du système envers l'enfance. La politique, dans ce cas, on le met entre guillemets pour la distinguer de la grande politique de gestion de tous les aspects du système. Dans l'analyse que Lyotard fait au corps intraitable du condamné dans la colonie pénitentiaire, il affirme que l'exécution de la justice ou l'inculcation de la morale ne réussissent qu'en échouant, que par un tort mortel que le corps souffre. Ce tort est la condition de possibilité de la loi ou bien de la morale. Il y a dans ces rapports une aporie qui trouve son expression dans l'ordre du temps. La mort seule peut mettre fin à cette aporie. L'agonie du corps s'inscrit sur un temps qui cherche à compenser le temps d'innocence. Le temps d'agonie a un rapport de torsion avec le temps d'innocence. Le temps d'innocence est de l'intemporel, alors que le temps d'agonie est de l'ordre de la chronologie. Le temps du pré-intelligible et du pré-moral, c'est une stase. Le voyageur qui se transforme en un délégué international pour la protection des droits de l'homme et d'une nouvelle justice qui repose sur la délibération et la tolérance, sur la société civile et non pas celle pénale, représente une nouvelle politique du système. La communauté qui était jusqu'à ce moment visible en tant que rassemblement de corps autour de la machine d'exécution se disperse pour qu'elle soit représentée par les structures délibératives et représentatives de la nouvelle politique qui demande une nouvelle manière d'organiser le corps dans la cité. La politique du nouveau système de justice change de cible. Je cite Prado, occupé par infancia, la chose étrangère à l'intérieur, la résistance dont nous parlons est incommensurable à toute politique, révolutionnaire, démocratique, culturelle et même esthétique. Les moralités soulignent que toute politique est d'oubli, et cela constitutivement, y compris la politique des droits de l'homme inclus. Ceci représente bien entendu des acquis fondamentaux au regard des enjeux sociaux et politiques, et nous veillons et devons veiller en permanence à ce qu'ils soient respectés partout et toujours. Il reste qu'à l'égard du reste, précisément de la chose infantile, immémoriale, qui excède toute institution, les droits sont eux-mêmes des mécanismes de défense et d'oubli, d'où le différend inéluctable entre les droits et les devoirs sociaux et politiques d'une part, et la fidélité et l'égard dû à la chose d'autre part. Dans le livre sur Kafka et la littérature mineure, Deleuze affirme que le politique ne se conçoit ni d'un sujet ni d'une communauté pourvue d'attributs d'un sujet. La politique est ce parcours intime qui croise une multiplicité d'autres parcours. La politique se fait aux limites d'une société, aux bornes de toute instance préétablie. Et pourtant, cela ne veut pas dire que la politique ou bien la micropolitique est marginalisée. Elle est une vibration microscopique, intime, imperceptible, une ligne de fuite qui ne trace guère les territoires, mais qui tisse toute une cartographie qui se construit continuellement à l'infini, en même temps qu'elle se défait dans la déterritorialisation. Rendre mineure la langue d'une majorité par l'invention d'un style implique le processus de rendre mineure la linguistique structurelle. Il faut que la langue devienne un langage d'enfant, le devenir enfant de l'écriture de Kafka. Il est d'une extrême importance de souligner que quand on parle de caractère politique de la littérature mineure, il faut penser à la politique autrement que sous sa nature normative et macroscopique. Pour Deleuze, le caractère politique de la littérature mineure est plutôt micro. Il ne s'agit pas
il ne s'agit pas des grandes politiques administratives, gouvernementales, représentatives, normatives, superstructurales qui gèrent la communauté des citoyens par des principes ou des stratégies surdéterminantes. Dans l'œuvre de Kafka, ce sont proprement les rapports fugitifs et inconstants entre les personnages qui fondent la politique. Les rapports entre les hommes et les femmes. Les lettres qu'il envoie à Félix sont de la pure politique en raison de leur force fugitive, du sujet de l'énoncé qui remplace sans aucun défaut celui de l'énonciation. La politique est dans le devenir animal de l'homme et le devenir homme quelque chose de l'animal, dans ce rapport indéterminable entre les personnages des animaux et des hommes dans les nouvelles de Kafka. La politique ne vient pas des principes transcendantaux, elle est pure immanence et pure positivité. Elle ne désigne aucune restriction, aucune contrainte. La politique, c'est plutôt l'inverse, le flux incontrôlable et imprévisible du désir trace le chemin et ouvre une nouvelle positivité d'une vision politique dans les sphères les plus cachées de l'intimité individuelle ou bien collective. Et pour finir, je finis par deux moments un peu problématiques dans ce travail de comparaison, de rapprochement ou d'éloignement entre Deleuze et Lyotard. La réflexion sur la possibilité de deux modèles de pédagogie à partir de ces deux concepts de Deleuze et Lyotard et de deux manières différentes de concevoir la politique ou le politique. Donc, s'il faut mettre le politique de différents entre guillemets, et quels sont les traits qui différencie la politique fugitive ou le politique de Deleuze, qui est plutôt le politique de la ligne de fuite, et le politique du différent chez Lyotard, qui est plutôt de l'ordre de la résistance ou d'une attente qui n'aboutit jamais à une rencontre à cause de la torsion du temps. Et de l'autre côté, de réfléchir sur le fait que si le devenir enfant de Deleuze peut aboutir à une pédagogie expérimentale, parmi laquelle il faut tracer des lignes de fuite non pas pour transmettre forcément du savoir, mais transmettre de l'affect et de l'intensité. Donc ce serait plutôt une pédagogie expérimentale qui appelle la littérature, l'art et la peinture en général, et de l'autre côté, la possibilité d'une pédagogie qui est la pédagogie de l'oubli, la résistance farouche contre cet oubli, cette enfance qui est quelque chose d'intraitable, d'intouchable ou d'indicible. Donc, je me pose vraiment la question s'il s'agit de deux modèles différents, pédagogiques, qui se suggèrent à partir des deux auteurs, deux formes de réfléchir sur ce qu'on appelle politique chez les deux. Voilà, merci. Merci beaucoup, Blérina. On a le temps pour des questions. Maintenant. Merci beaucoup. En fait, juste au début, tu as mentionné l'eau et l'enfance. L'eau, l'acteur l'eau, elle a commencé à parler sur l'enfance et l'écriture. Et je me demande si en fait, penser sur l'enfant nous ouvre vers un style fleuve, vers un style qui coule et qui n'est pas médiatique, qui est trop direct dans le sens où il est plein de pourquoi. Parce que l'enfant, c'est quelque part un être qui porte la plus ancienne question dans toute la philosophie, pourquoi. Ils se sentent libres, l'enfant, ils courent partout, ils parlent pourquoi ça. Et quand on est adulte, on est un peu coincé. On est coincé dans la plus ancienne question de la philosophie. On ne ose pas si facilement demander pourquoi. On ne s'ouvre jamais, médiatiser. Et c'est pourquoi je me demande, qui a cité, mais même Deleuze, il a dit que maintenant on utilise n'importe quoi, honte pour être un homme. Quand il a l'air, et cette expérience a trouvé cette honte d'être
honte. Et je me demande si on peut traduire ça en honte d'être adulte. Parce que ça a été dit à partir de l'horreur de la guerre. Et je ne suis pas sûre que la réception de l'horreur de quelque chose de criminel, de mauvais, que la réception de père d'un enfant correspond à celle de père d'un adulte. Ils sont tous les deux hommes. Et donc, je pense qu'il est possible qu'un enfant confronté à un mal, qu'un enfant sent honte d'être un adulte. Et qu'il sent peut-être un père en tant qu'enfant. Et après, je ne sais pas, j'imagine qu'en psychanalyse, ça mais est-ce que tu penses que c'est possible de traduire honte d'être un homme vers honte d'être un adulte? Donc, si j'ai bien compris la question, tu mentionnais le moment où l'enfant il commence à poser la question pourquoi. Je suis intéressée s'il y a dans les auteurs quelque part, il y a quelque part, si vous en approfondissez, quelque part la peur de l'eau, enfant, parce que je pense que c'est l'équité, je ne sais pas, ces possibilités de répéter pourquoi, d'interroger tout le temps ce qui nous entoure, que c'est quelque chose que peut-être on peut trouver si vous en apportez quelque part de manière plus détaillée, l'enfance l'eau. Ça m'intéresse. L'enfance l'eau qui a la peur. Et ça m'intéresse aussi si on peut imaginer que honte d'être un homme peut se traduire en honte d'être un adulte. Pas complètement, pas tout à fait, mais qu'il y a quelque chose que c'est honte d'être un homme est directement, profondément et essentiellement lié au monde adulte. Je ne vais pas entrer dans les détails entre le rapport entre enfants, s'il y en a l'humain et l'inhumain, parce que je ne suis pas très compétente, mais si je reprends ce moment où l'enfant dit les premiers pourquoi, sans trop psychologiser ma réponse, en effet, c'est le moment le plus triste du développement de l'enfant. Parce que si tu vois un peu les étapes du développement psychique de l'enfant chez Piaget, c'est le moment le moins intéressant. Parce que c'est le moment où l'enfant il commence à rationaliser le monde. Donc il commence à poser des questions pourquoi, donc quelle est la cause, comment ça fonctionne, quel est le but, quelle est la finalité. Donc si je peux couper dans des parties du développement de l'enfant, je dirais que c'est la période avant de poser la question pourquoi. Mais c'est plutôt la période où il commence à pas représenter, mais à reconstruire son entourage, son espace et son rapport au temps par les dessins, par les sons et par les perceptions visuelles. Donc, première partie de ma réponse. Et donc, si on se concentre stratégiquement sur ce moment où où pour l'enfant le monde c'est juste perception sonore et visuelle de l'entourage, une construction continue de ce qui l'entoure. Et si ça fait partie d'un processus qui est complètement oublié et perdu dans l'adulte, alors je dirais que c'est à l'adulte d'avoir l'honte de ne plus être un enfant. Et peut-être devenir enfant, après devenir enfant. Et je pense que c'est cet adulte-là qui rationalise les doctrines humanistes qu'on a critiquées pendant des années. Je ne sais pas si je... Non, mais c'est ça pourquoi, même si ça veut dire donner un cadre, tomber dans la piège, tout coordonner. Mais quand tu as mentionné cette dimension pédagogique qu'un enfant peut apporter à un adulte, je pense que c'est vraiment lié à cette ouverture, à cet état brut devant l'entourage. Merci. Peut-être d'autres questions? Et puis, je vais... Non, ça va, j'ai deux petites questions pour insister un petit peu. Ce qui me surprend un petit peu, c'est que j'avais l'impression que l'enfance, en tout cas pour Lyotard, c'était pas les enfants,
chose non plus. Et donc je voulais savoir quand même pourquoi, selon toi, tous les deux ont retenu malgré tout ce nom qui peut pour d'enfance. C'est peut-être ma première question. Et la deuxième, elle concerne ce que tu as dit sur l'enfant est battu. On voit bien pourquoi c'est la question de la logique du fantasme dans la logique névrotique, mais je voulais savoir pourquoi on ne voit pas tellement bien pourquoi se joue quelque chose du rapport ou de la définition de l'enfance, en tout cas pour Lyotard, dans cette analyse que tu as voulu faire d'un enfant ébattu. Donc, pour la première question, non, je ne réduis pas du tout l'enfance de Lyotard à un processus de développement d'enfant, mais c'est plutôt une stratégie de la biographie, une stratégie que j'ai choisie entre la biographie de l'écrivain Carroll, son rapport avec les enfants, la présence de l'enfance dans son écriture et le processus de devenir enfant de l'écrivain et de l'écriture elle-même. Donc c'est pour ça que peut-être ça peut créer l'idée que je réduis à ça, mais pas du tout. Alors que pourquoi j'ai utilisé le fantasme de l'enfant est battu, parce que je pense que dans cette troisième affirmation, l'enfant est battu, où il y a l'invariable d'être battu et cet article indéfini cette forme passive d'une autorité qu'on ne peut jamais discerner, etc. Ça réduit progressivement dans ce processus toute possibilité de représentation et d'identification du moi et du sujet en une figure. Et restant une figure qui s'approche de plus en plus de la figure matrice, donc de quelque chose qui est irreprésentable.